Madame, Messieurs les éminents, Mesdames, Messieurs les congressistes, nous sommes ravis, Jean-Pascal et moi, d'avoir été invités à ce congrès pour vous parler de surmédicalisation et déprescription, deux sujets qui nous sont chers. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet en commençant par un peu d'histoire. La surmédicalisation est un phénomène connu depuis longtemps. Nous pourrions remonter à des temps très anciens, à Molière et son Malade imaginaire, où la médicalisation de la vie est mise en cause. Mais nous allons nous concentrer sur la surmédicalisation vue par les médecins. Le premier à évoquer cette surmédicalisation est Ernest Codman. Il s'agit d'un chirurgien américain né à Boston qui réalise en 1915 cette caricature « The Back Bay Golden Goose Ostrich ». Sur cette caricature, on peut voir les habitants de Back Bay, quartier richissime de Boston, représentés ici sous la forme d'une autruche, cherchant désespérément, la tête dans le sable, des médecins capables de soigner leur maladie, tout en distribuant aveuglément les œufs en or à l'équipe médicale, bien plus intéressée par ces œufs que par la science médicale. Cette caricature vaudra à Ernest Codman d'être licencié de son université. 15 ans plus tard, nous sommes à Londres. John Alison Glover s'étonne d'une épidémie d'amydalectomie. Il mène alors son enquête et découvre qu'il s'agit d'une politique régie par les médecins scolaires sans raison scientifique. En 1986, naît à Bruxelles, avec Marc Jamoul, le terme de prévention quaternaire, prévention qui vise à limiter l'exposition des patients à des soins nuisibles. En 2009, c'est l'explosion médiatique grâce à la réforme du système de santé américain. En effet, pour réformer son système de santé, Barack Obama demande à ce que des études soient réalisées afin d'illustrer les pratiques médicales et les dépenses de santé de son pays. Ces études mettront en évidence des différences de coûts importantes entre les régions, sans amélioration de la qualité des soins. La surmédicalisation était responsable de cette différence de coûts et représentait jusqu'à 30% des soins réalisés. Les causes de la surmédicalisation sont multiples. Parmi toutes ces causes, nous pourrions citer l'incertitude. En effet, les différents niveaux de tolérance à l'incertitude des médecins vont engendrer une variabilité des pratiques. Moins un médecin est tolérant à l'incertitude, plus il aura tendance à prescrire. Une deuxième cause de la surmédicalisation pose la question des dépistages et des seuils. Nous pourrions en parler longuement de ces dépistages et de ces seuils. D'ailleurs, Monsieur le Président du CNGE, nous vous remercions d'avoir accepté de modifier bien plus le programme que cela n'a été annoncé. Et nous vous annonçons que cette plénière durera donc 3 heures, afin que nous puissions échanger et voir ce point vraiment en détail. Ah bon ? Bon, j'ai pas le droit alors. Je vous laisse juste réfléchir alors sur la question du seuil de la carence en vitamine D, lorsque plus de 90% de la population est carencée. Une troisième cause vient des limites liées à l'interprétation de l'evidence-based medicine. Pour rappel, l'EBM est le point central entre les préférences du patient, les données de la science et l'expertise du clinicien. En ce qui concerne les données de la science, plusieurs tâches rendent le travail difficile pour le médecin. Là encore, nous pourrions y passer 3 heures. Pourquoi ils nous ont dit de venir si on ne peut rien dire ? Bon, ok. Alors du coup, on va prendre que l'exemple des antidépresseurs, pour montrer un exemple de biais de publication. Parmi les essais thérapeutiques déclarés à la Food and Drug Administration, 97% des études montrant une efficacité des antidépresseurs ont été publiées, versus un tiers des études ne montrant pas d'efficacité de ces traitements. On n'a pas le temps non plus de parler du conflit d'intérêts des auteurs ? Ok. Parler d'autre chose ? Ok, donc on va parler de données disponibles et de données nécessaires qu'on a dans la littérature. Les données dont on dispose aujourd'hui dans la littérature pour prendre des décisions, essentiellement le risque relatif, et parfois, souvent, malheureusement, l'odds ratio, encore moins pratique pour nous, pour comprendre et pour interpréter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un risque relatif divisé par 2 ? Prenons l'exemple de cette première maladie, où un risque de complication sans traitement serait de 50%. Si, grâce à un traitement, nous divisons le risque par 2, traiter 100 personnes permettra à 25 d'entre elles de ne pas faire la complication. Maintenant, dans le cas de cette deuxième maladie, où le risque de complication n'est plus que de 4%, diviser le risque par 2, c'est traiter 100 personnes pour éviter 2 complications. Nous voyons bien ici que la pertinence du traitement n'est pas la même dans les 2 cas, et que la décision de
traiter dépendra de la gravité des complications évitées, mais également des effets indésirables de ces médicaments et de la gravité de ces effets indésirables. Ceci introduit les premiers éléments que nous aimerions avoir pour prendre la décision de mettre en place un traitement. Nous aimerions connaître le nombre de patients à traiter pour voir les effets bénéfiques du médicament, Number Needed to Treat en anglais ou NNT, tel que nous avons vu juste avant, ainsi que le nombre de patients à traiter pour voir les effets indésirables de ce même médicament, ou Number Needed to Harm, NNH. C'est la combinaison de toutes ces données d'efficacité et de tolérance qui nous permet de prendre une décision la plus adaptée pour nos patients. Pour tout ce qui relève de la prévention, nous aurions besoin d'une autre donnée que nous n'avons pas ou très peu dans la littérature. Et là, je suis obligé de présenter mes excuses au prédécesseur du professeur Saint-Lary à la tête du CNGE, parce que cela n'a pas de traduction en français. Il s'agit du Lag Time to Benefit. Alors on a quand même tenté une petite traduction pour aujourd'hui, avec délai de prévention. Il s'agit du temps entre la réalisation de l'action de prévention, que ce soit un dépistage ou l'introduction d'un traitement, et le moment où cette prévention montrera des bénéfices pour le patient. Là, tu penses que... Ouais, un peu. Okay. Et quand on se trompe de page, on a l'air malin. Alors, ça veut juste dire que lorsqu'on a une espérance de vie inférieure au lag time to benefit de l'action proposée, le patient sera décédé avant même que cette action ne lui apporte un bénéfice. Cette intervention serait donc sans intérêt pour le patient. L'action de prévention a en revanche du sens si le lag time to benefit est supérieur à l'espérance de vie du patient. Enfin, quand ces deux durées sont similaires, bien malin celui qui sait avec certitude ce qu'il faut faire. Pour lutter contre cette surmédicalisation, une campagne internationale a vu le jour en 2012 aux États-Unis. Il s'agit de la campagne Choosing Wisely, ou Choisir avec soin en français. Elle a pour objectif d'encourager le dialogue entre un patient et son médecin concernant les examens, traitements et interventions inutiles, et de soutenir les efforts pour faire des choix intelligents et efficaces pour assurer des soins de très grande qualité. Cette campagne fleurit un peu partout dans le monde, mais reste malheureusement peu développée en France. Cette campagne se dessine en 4 volets. L'élaboration de Top 5 List, ou liste de 5, telle qu'elle est nommée dans notre célèbre revue Exercer. Ce sont des listes de 5 procédures de soins, fréquemment prescrites au sein d'une spécialité, malgré une balance bénéfice-risque déficitaire. L'élaboration de documents, vidéos ou tout autre support visant à éduquer les patients. La réalisation de campagnes de sensibilisation du grand public. Et enfin, la réalisation d'enseignements portant sur la pertinence des soins. En France, quelques spécialités ont réalisé leur Top 5 List, dont la médecine générale. Par souci de simplicité, seules les procédures de soins sont présentées ici, sans leurs indications. Par exemple, les antibiotiques ont été notés comme surprescrits dans les otites séromuqueuses ou la grippe, les statines en prévention primaire ou le tramadol chez la personne âgée. Ces listes ont été réalisées par 3 groupes différents, des médecins généralistes, des patients et un groupe pluriprofessionnel. Tous les groupes s'accordent à dire que les antibiotiques sont la cible prioritaire pour réduire les prescriptions. Médecins généralistes et patients s'accordent également sur la réduction possible des prescriptions de benzodiazépines à visée anxiolytique ou hypnotique chez la personne âgée ou des prescriptions de statines en prévention primaire. Nous pouvons voir ici qu'il y a 2 types de prescriptions à réduire. Des prescriptions de courte durée, où la question posée est surtout comment ne pas prescrire, et ce qui peut parfois être des prescriptions au long cours qu'il faudrait arrêter, comme les IPP, les benzos ou les traitements de la démence. C'est là que je devrais laisser la parole à Jean-Pascal pour vous parler des prescriptions, puisqu'il faut faire vite. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous parler également des dépistages du cancer. J'en ai que pour une demi-heure. Alors, pardon, je continue. C'est vrai que c'est aussi important de parler du dépistage des cancers. On a pu voir ici la présence notamment des PSA en dépistage systématique du cancer de la prostate dans la Top 5 List des médecins. Merci de me laisser le temps de parler un peu de ce concept. Il s'agit du concept de la basse-cour. L'idée ici, c'est que le cancer est un animal et que dès que cet animal est sorti de l'enclos, le décès survient. Bon, si cet animal est une tortue, vous imaginez bien qu'avant qu'elle sorte de l'enclos, vous avez du temps. Vous pouvez finir votre petit déjeuner, aller prendre votre douche, vous habiller, puis aller chercher la tortue pour la remettre au centre de l'enclos. Si cet animal est un lapin, il va vous falloir poser illico presto la tartine, partir en courant et tenter de récupérer l'animal qui pourra, par malchance, peut-être vous échapper. Si c'est un oiseau,
Peut-être qu'il est déjà trop tard et vous lever de votre chaise ne servira à rien. Et puis, il y a celui qu'on a cru voir passer. Pour une petite application pratique, voyons ce que cela représente. Nous avons ici en abscisse le temps avec les dates de dépistage et en ordonnée la taille du cancer. La ligne rouge signale le décès du patient pour une autre cause que le cancer. La ligne grise, la taille à partir de laquelle le cancer peut être détecté. La ligne verte, la taille du cancer à partir de laquelle le patient a des symptômes. La ligne bleue, la taille du cancer qui conduit au décès du patient. Voyons le cas du patient A. À T0, date du premier dépistage, il n'a pas de cancer. Mais son cancer va se déclarer et grossir tellement rapidement que le patient sera décédé avant même le premier dépistage. Un cancer oiseau. Pour les patients B et C, leur cancer grossit plus lentement, avec des diagnostics au dépistage 2 et 3, respectivement. Sans traitement, ces cancers auraient conduit au décès du patient. Des lapins. Pour le patient B, la croissance du cancer est tellement lente qu'il décédera d'une autre pathologie avant même d'avoir les premiers symptômes de son cancer. Le patient E, lui, passera entre les gouttes du dépistage. Des tortues. Et puis, il y a ce patient F, un cas à part. Un cancer qui se développe, mais qui n'arrive pas à muter assez pour se multiplier à l'infini ou qui sera détruit par notre système immunitaire. Ce cancer finira par mourir de lui-même, sans traitement. Pourtant, il sera dépisté. Le fameux fantôme. Le problème, quand on dépiste un cancer, c'est qu'on ne peut pas savoir si nous sommes face à un oiseau, un lapin, une tortue ou un fantôme, et qu'il y a plus d'effets délétères que positifs à dépister une tortue ou un fantôme. Dans une campagne de dépistage, nous allons dépister de tout, fantômes, tortues, lapins, oiseaux. L'intérêt de la campagne va donc dépendre du nombre d'oiseaux et de lapins sauvés par rapport au nombre de fantômes ou de tortues traités à tort et abîmés. Cette question ne se pose plus dans le cadre du dépistage systématique du cancer de la prostate par les PSA. Beaucoup trop de tortues. Pour la mammographie, peut-être que cette question devrait être posée. À quand des techniques de dépistage qui n'attrapent que les lapins et les oiseaux ? Merci JP de m'avoir laissé parler de tout cela. Je te laisse maintenant expliquer le concept de la déprescription. Mais comme il paraît que j'étais un peu longue, bon, t'as plus que 3 minutes. Alors Mathilde, François, vous allez, je l'espère, convaincus que la lutte contre la surmédicalisation est une priorité, et plus particulièrement celle contre la surmédicalisation médicamenteuse. Mathilde vous l'a dit, dans le cadre de pathologies aiguës, une abstention de prescription médicamenteuse non justifiée, voire une prescription médicamenteuse différée, peuvent représenter des solutions adéquates. On peut citer à titre d'exemple la prescription différée d'antibiotiques dans l'otite moyenne aiguë, dont l'impact va être évalué dans l'étude ADOMA. Mais pour la surutilisation de médicaments pris de façon chronique, en revanche, la solution passera par la déprescription. La déprescription, c'est un mot barbare. Nous savons que certains d'entre vous le jugent laid ou inconvenant, tant il serait plus simple de parler de bon usage des médicaments ou de juste prescription, comme il était indiqué dans le programme. Soyons clairs, en 2022, on n'évoquerait pas plus la déprescription dans un monde idéal que l'on évoquerait la décroissance. La déprescription, nous ne sommes pas les seuls à en débattre. En 2003, Michael Woodward, un gériatre australien, utilise pour la première fois le terme deprescribing dans un article conceptuel qui fera date. Et puis, cocorico, quasi simultanément, Patrice Queneau de l'Académie de médecine l'utilise dans sa version francisée et avec un tiret, dans un titre éditorial pour le moins poétique, la thérapeutique, c'est aussi l'art de déprescrire. Alors n'en déplaise à Patrice Queneau, la déprescription n'a pas été élevée au rang d'art majeur, mais ce concept a fait son bout de chemin jusqu'à en arriver récemment sur les meilleures tables scientifiques. La déprescription a poursuivi sa diffusion au sein des organismes scientifiques d'abord, puis auprès de la presse plus ou moins grand public avec un succès mesuré, certains journalistes glissant rapidement sur le concept et sous-entendant maladroitement qu'il pourrait s'agir juste de rayer les prescriptions inutiles. Mathilde, je peux rentrer dans le détail, les concepts ? Ouais, d'accord, merci. 2 minutes, ça m'ira. Donc il aura fallu attendre une douzaine d'années avant d'obtenir un premier consensus autour de la définition de la déprescription. Et en 2015, Émilie Rive, encore une Australienne, s'est attelée à une revue systématique de la littérature avec une analyse en réseau pour proposer cette première définition. Alors comme souvent dans les définitions, nous allons voir que certains mots sont plus importants que d'autres. Tout d'abord, la déprescription est bien définie comme un processus impliquant donc différentes étapes sur lesquelles nous allons revenir. Elle cible un médicament unique
qui a été identifiée préalablement comme inappropriée. Elle est supervisée par un professionnel de santé et implique donc nécessairement un accompagnement sur le long terme. Enfin, la déprescription a un but, améliorer l'état de santé du patient. En cela, elle nécessite d'en mesurer l'efficacité, non pas seulement sur l'arrêt du médicament et sur une diminution du nombre de médicaments consommés, mais bien sur des critères de jugement multiples, impliquant des critères de jugement centrés patient. Alors qu'en est-il pour le médecin généraliste? Est-ce qu'il est possible de décrire les activités des médecins généralistes en rapport avec la déprescription? Eh bien, en 2021, Amy Ko, toujours une Australienne, avec son équipe, a proposé les éléments de réponse en menant une revue de la portée des articles originaux publiés visant à cartographier les activités des médecins généralistes pour la déprescription. En se basant sur les principes fondateurs décrits par Woodward en 2003, les auteurs ont pu confirmer que 5 principes s'articulent dans le processus de déprescription. 1. Réaliser un bilan de médication. 2. Identifier les médicaments ciblés pour l'arrêt. 3. Planifier une modalité de déprescription. 4. Planifier en partenariat avec le patient et les soignants. Et 5. Réévaluer fréquemment et soutenir. De façon inattendue, la littérature permettait de relever 2 activités supplémentaires. Le principe 6, fournir un retour aux professionnels sur leurs activités de déprescription, et le principe 0, engager les professionnels à travers des actions d'éducation. Ce qu'on peut retenir également de ce schéma, c'est que l'arrêt ou la diminution de dose du médicament inapproprié n'est même pas représenté. Si cet arrêt survient, c'est bien ici, entre les principes 4 et 5. Mais encore une fois, déprescrire, ce n'est pas nécessairement aboutir à l'arrêt du médicament inapproprié. Je peux prendre le temps de détail et du coup on est d'accord maintenant là. Ouais, d'accord. Commençons par l'étape 1, celle du bilan de médication. Alors, pour cette étape, tous les moyens sont permis. Vous pouvez bien évidemment avoir un entretien avec le patient et ses aidants, interroger les bases de remboursement de l'assurance maladie, aller faire un tour dans la pharmacie familiale en cas de visite à domicile, utiliser la méthode du sac en papier ou, de façon plus efficace, prendre le temps de passer un coup de fil à votre pharmacien d'officine, dont les missions de bilan de médication et ses compétences sont insuffisamment mobilisées à ce jour. Encore une fois, cette étape, son objectif, c'est de reconstituer avec le patient la liste des médicaments pris de façon aiguë et chronique, et que ce soit sur prescription ou en automédication. Cette étape permet l'arrivée du principe 2, l'identification des médicaments ciblés à l'arrêt. Pour cela, il y a 2 méthodes qui s'opposent. La première, c'est celle d'une approche dite explicite, qui utilise des outils standardisés afin d'identifier les médicaments ciblés. Vous avez déjà entendu parler des principes de Beers, de Laroche, maintenant appelé Remedies, Stop Start ou des échelles de charge anticholinergiques. On pourra retenir que toutes ces méthodes ne se basent malheureusement pas sur des indicateurs objectifs comme le NNT ou le NNH que vous a présenté Mathilde. Et puis également, les médecins généralistes les trouvent fréquemment trop rigides et ils sont difficiles à intégrer dans nos logiciels d'aide à la prescription. C'est pourquoi les médecins généralistes préfèrent fréquemment une approche dite implicite, basée sur leur expérience et sur les préférences du patient, dans une prise en charge plus globalisée. Alors retenons tout de même que l'approche explicite est plus performante pour cibler les médicaments inappropriés. Néanmoins, et à notre connaissance, son éventuelle supériorité par rapport à la méthode implicite pour aboutir à une prescription efficace, eh bien, elle reste incertaine. Vient ensuite l'étape suivante, la fameuse question du comment. Alors, il n'y a pas de solution unique pour déprescrire, mais bien souvent, des principes basiques de pharmacologie, de thérapeutique et souvent de bon sens peuvent suffire. On peut retenir qu'on retirera de façon prioritaire les médicaments non utilisés, puisque le problème est déjà résolu. Ceux qui sont urgents à cesser, car déjà pourvoyeurs d'effets indésirables. Ceux que le patient souhaite et ceux qui sont faciles à cesser, afin d'avoir une expérience facilitatrice. Également, il est sage de retirer un médicament à la fois, de diminuer progressivement les doses du médicament dans la plupart des cas, afin d'anticiper la possibilité d'un effet rebond ou d'un syndrome de sevrage, et de considérer dans l'accompagnement systématiquement une approche non médicamenteuse ou un autre choix médicamenteux plus sûr. Et puis, lorsqu'on est dépassé, on peut s'appuyer sur les données produites par le Réseau canadien de la déprescription depuis près d'une dizaine d'années. Le RECAD met depuis plusieurs années des algorithmes d'aide à la déprescription qui, sur une double page, fournissent l'ensemble des données nécessaires pour décider, incluant des tableaux d'équivalence de doses, des alternatives pharmacologiques et non pharmacologiques.
Inhibiteurs de la pompe à protons, benzodiazépines et apparentés, médicaments de la dépense, soit les 3 classes médicamenteuses identifiées comme prioritaires dans la liste de 5 présentée par Mathilde, mais aussi antipsychotiques, hypoglycémie en euros et bientôt opioïdes et antihypertenseurs. Bref, tout y passe. Alors certes, la lisibilité des algorithmes pourrait être optimisée, mais gardons en tête que ces outils ont toujours été développés sur des données probantes. Passons au principe 4, favoriser l'engagement des patients, de leurs aidants et des autres professionnels. Aujourd'hui, avec Mathilde, nous souhaitons briser l'idée reçue que les patients ne sont pas prêts à voir leur liste de médicaments diminuer. En effet, 3/4 des patients rapportent être prêts à s'engager dans un processus des prescriptions. Mais si leur médecin est d'accord. Pour favoriser cet engagement, gardons en tête que la déprescription est bien une décision médicale partagée. Les médecins généralistes doivent explorer et comprendre les priorités des patients ou de leurs aidants, afin de pouvoir individualiser leurs recommandations de déprescription et adapter leur langage en conséquence. Nous avons identifié 2 priorités dans la littérature. Tout d'abord, optimisons notre communication autour de la déprescription. Pour faire bref, et de façon complètement contre-intuitive, les patients nous apprennent qu'il faut, pour nous, aborder ce sujet par l'évocation des risques liés aux médicaments, en utilisant évidemment des phrases courtes, simple, sans jargon. Le second point d'amélioration réside dans l'utilisation d'outils d'aide à la décision centrés patient, adaptés et basés là encore sur des données probantes. Et encore une fois, le RECAD est une source précieuse de documentation en français et en accès libre. Vient alors le principe 5, réévaluer fréquemment et soutenir. Encore une fois, au risque de nous répéter, le processus de déprescription ne s'arrête pas à l'arrêt ou à la diminution de dose du médicament. Pour le médecin généraliste, il s'agira d'accompagner l'effort fourni par le patient, notamment en cas de diminution progressive du médicament ciblé, et d'évaluer de façon répétée avec lui les bénéfices, mais aussi les éventuels symptômes liés à l'arrêt. De façon plus large, et pour la recherche, il s'agira d'évaluer sur le long terme l'effet des interventions de déprescription, en mesurant de multiples critères de jugement, au-delà de la consommation médicamenteuse, avec des critères cliniques, des critères biologiques, mais également des critères autodéclarés par les patients, qualité de vie, fardeau, etc. Sans oublier une évaluation systématique depuis le point de vue de la société. C'est l'ensemble de ces évaluations, multicritères, longitudinales, mesurées sur le long terme, qui vont nous aider à renforcer les données probantes sur la déprescription. Nous allons prendre maintenant un instant pour évoquer le principe 6, fournir un retour aux équipes, qui n'avait pas été identifié initialement par les principes de Woodward. Alors actuellement, il y a au moins 3 essais interventionnels qui sont en cours à l'étranger et qui incluent, dans leurs interventions de déprescription, une étape de retour formel et détaillé auprès des équipes dans le cadre de programmes collectifs d'amélioration des pratiques, réalisés cette fois-ci à l'échelle de maisons de santé. Ce retour aux équipes, ils ont pour objectif de parfaire les interventions, de les individualiser au plus près des pratiques des MSP et d'en modifier l'implémentation. Devant le faible niveau de preuves disponibles et de telles approches, il existe là un véritable champ de recherche à l'échelle des soins primaires français. Et puis enfin, puisqu'il faut bien terminer, bouclons la boucle avec le principe 0. Engager les professionnels dans la déprescription. La déprescription, elle entre peu à peu dans les programmes de développement professionnel continu, dans certaines initiatives d'enseignement en second et troisième cycle, en gériatrie, en pharmacologie ou en médecine générale. Aujourd'hui, le Collège national des généralistes et enseignants nous a donné, à Mathilde et à moi, l'opportunité de toucher près de 3200 enseignants, maîtres de stage, étudiants de troisième cycle, pharmaciens et infirmiers également. Merci pour cette opportunité, parce que ça, c'est engageant. Néanmoins, il nous faudra aller encore plus loin, faire entrer de façon durable les questions de surmédicalisation et de déprescription dans les référentiels. Alors désormais, si vous êtes intéressé par porter ce flambeau, nous tenons à votre entière disposition. C'est à vous de jouer. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Bon congrès.